Bonjour et bienvenue dans votre émission Derrière le CV, l'émission qui vous inspire et vous guide vers l'excellence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir ici dans ce plateau Monsieur Michel Devos. Michel, bonjour. Bonjour. Alors Michel, vous êtes directeur système d'information, directeur de programmes internationaux, manager de transition. Vous intervenez dans plusieurs clients grands comptes tels que Safran, Thales, Air Liquide et bien d'autres. Je voulais savoir quelles sont vos offres de services, qu'est-ce qui rythme votre quotidien? Donc, je suis manager de transition, effectivement, depuis plus de 15 ans. J'accompagne les entreprises sur trois types d'offres de services en particulier. Ce que j'appelle le recadrage, le réalignement de la DSI sur les enjeux de l'entreprise et des métiers. Deuxième offre de service, donc les opérations de rachat, de vente d'activités, ce qu'on appelle dans notre jargon les carve-out et les carve-in, donc le détourage du système d'information pour permettre la vente de cette entité, et ensuite lorsque cette entité est vendue, son intégration à une nouvelle entreprise ou sa mise en œuvre au sein d'un fonds propriétaire de cette nouvelle entité. Et enfin, troisième offre de service que j'appelle la cyber-résilience, qui permet effectivement, au-delà de la protection contre les risques cyber, de préparer un sinistre majeur, une crise majeure, d'y faire face et de pouvoir la surmonter en étant prêt. Très bien. Alors, on va revenir un petit peu sur le métier du DSI. Donc, l'idée, c'est de clarifier ce métier. Quelle est votre vision globale du métier DSI et quel est son rôle au sein d'une société pour vous? Alors, la direction des systèmes d'information, que l'on nomme DSI, effectivement, est une fonction support qui vient apporter à l'entreprise ce que j'appelle l'énergie informatique, c'est-à-dire la capacité pour l'ensemble des collaborateurs de mieux servir leurs clients au travers d'outils numériques. On pense naturellement aux outils bureautiques, à la messagerie, mais bien évidemment aussi aux outils qui permettent de piloter correctement l'entreprise, les fameux logiciels de gestion intégrée qu'on appelle ERP, les outils qui aident le commerce qu'on appelle le CRM, et bien évidemment aussi tous les outils au service du métier de l'entreprise, sa R&D, son manufacturing, sa logistique, que l'on appelle parfois PLM, Product Lifecycle Management. D'accord, si je comprends bien, la fonction DSI, c'est quand même assez vaste parce que vous êtes en collaboration avec toutes les différentes entités d'une société pour les accompagner sur l'aspect soit transformation digitale, mais les accompagner sur ces genres de sujets. C'est effectivement une fonction transverse à l'entreprise qui innerve l'ensemble et qui apporte du support à l'ensemble des collaborateurs, quel que soit leur métier. D'accord. Et effectivement, c'est une fonction qui vient donner à la fois l'infrastructure de travail, aujourd'hui qui est propre à l'entreprise ou qui est dans le nuage, ce que l'on appelle le cloud computing, et aussi effectivement les applications qui vont permettre d'améliorer la productivité, l'efficacité des collaborateurs. Très bien. Merci pour cette réponse. Comment vous avez démarré votre carrière à l'issue de votre formation? Vous avez quand même avec plus de 30 ans d'expérience dans l'informatique. Quelle est l'expérience qui vous a plus marqué durant votre vie professionnelle? Alors, j'ai fait des études d'ingénieur en informatique, comme souvent pour les DSI, une passion qui m'est venue au collège. D'accord. Et donc, des études par, j'allais dire, conviction, par vocation presque, c'est un mot qui n'est plus à la mode, mais c'était bien le cas. Ensuite, j'ai démarré dans un certain nombre de sociétés de services, qu'on appelle aujourd'hui les ESN, pour apprendre mon métier, puisque au-delà des études, il y a effectivement une réalité du monde professionnel qui peut être différente d'un savoir
plus théoriques. Et ensuite, j'ai intégré des groupes, des grands groupes, des petits groupes. C'est pas forcément plus simple de travailler dans une petite structure que dans une grande structure. C'est peut-être plus glamour, puisque vous portez une marque connue du grand public. Et donc, à travers ces différentes expériences, je suis progressivement devenu chef de projet, directeur de projet, puis DSI. Et ensuite, j'ai évolué vers des missions de management de transition pour mes clients. D'accord. Et ce volet DSI, ça fait combien d'années vous exercez ce métier? Plus de 15 ans. Ok, incroyable. Très bien. On va parler un petit peu des prestations de services. Aujourd'hui, on note tous les jours la montée fulgurante des ESN, des cabinets de conseil qui font beaucoup de prestations de services pour accompagner les SI. Quelle est votre réflexion sur l'externalisation et l'internalisation des ressources? Autrement dit, faut-il garder le savoir en interne ou bien en externe? Et quel enjeu la société peut avoir par rapport à ces sujets? La question de savoir s'il faut internaliser, externaliser, c'est-à-dire avoir les ressources en interne, et donc, comme vous l'avez dit, la connaissance, le savoir-faire en interne est importante. Ma conviction, c'est que l'entreprise doit maîtriser son destin. Bien sûr. Donc, elle doit maîtriser les sujets qui lui semblent être importants pour son développement. Et bien évidemment aussi, l'entreprise a intérêt à s'enrichir du savoir-faire de gens qui travaillent dans des sociétés, dans des ESN, qui travaillent pour plusieurs clients, donc qui développent des savoir-faire divers et qui vont pouvoir enrichir la culture, le savoir interne de l'entreprise. Plus pragmatiquement, certaines entreprises ont du mal à recruter les talents dont elles ont besoin, et donc les ESN sont là pour compenser cette difficulté, ce manque de talents dont elles ont besoin. Je note que le recrutement, c'est le nerf de la guerre dans le secteur IT. Aujourd'hui, on assiste à une pénurie de candidats, c'est la guerre des talents. Les jeunes qui font du mercato pour changer d'une boîte à une autre pour des différences de salaire. Quelle est votre vision par rapport à l'informatique? Je dirais que le sujet de la pénurie des candidats est un sujet qui existe depuis toujours, pas seulement en informatique. On manque d'infirmières, on manque de commerciaux, on manque d'experts. On est sur un marché de l'offre et de la demande. Un certain nombre d'entreprises n'ont pas forcément les bons outils, les meilleurs outils pour recruter. Et donc, elles peuvent penser que c'est difficile, elles peuvent penser qu'il y a pénurie parce qu'elles n'arrivent pas à attirer les talents. Ok. Ensuite, on est sur une industrie qui se développe beaucoup. Donc Donc aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle, hier on parlait de big data, avant-hier on parlait de BI, de business intelligence, on parlait encore avant de SAP, quand il est arrivé il manquait de talent SAP, donc on a des secteurs nouveaux qui se développent. Forcément, les formations mettent un certain temps avant de produire des talents, des candidats. Et puis les entreprises aussi sont toujours confrontées à l'ambiguïté de recruter des experts versus former des collaborateurs qui vont devenir experts. Donc c'est finalement quelque chose qui est moins... black and white par rapport à ces sujets de pénurie. Je les entends régulièrement. Les candidats se plaignent qu'il n'y a pas assez d'offres, qu'ils ont du mal à trouver du travail. Les entreprises se plaignent qu'elles ont du mal à trouver des candidats. Donc c'est quelque chose qui est finalement, un peu comme le yin et le yang, un équilibre qui se trouve régulièrement entre l'offre et la demande. L'offre et la demande. Voilà. Il faut s'adapter aussi à ces réalités. Alors, dans un métier qui se transforme, qui évolue rapidement, dans un contexte économique qui bouge, le monde est en transformation, bien évidemment, l'adaptation est clé pour trouver sa voie dans le monde du travail. Tout le temps, il y a des nouveaux métiers. Mais comment aujourd'hui on doit anticiper par rapport à cette pénurie pour combler cette pénurie de candidats? Alors, plusieurs axes. Bien recruter.
Et il y a une différence majeure entre une entreprise qui recrute bien et une entreprise qui recrute mal. Une entreprise qui recrute mal va se plaindre de ne pas arriver à attirer des talents. Et une entreprise qui recrute bien va attirer des talents, mais doit les intégrer correctement. Bien sûr. Ok. Il y a un enjeu fort de formation. Il ne s'agit pas non plus uniquement de recruter des experts, surtout quand on est dans des nouvelles technologies où il n'y a par définition pas d'experts. Donc c'est deux axes forts, c'est-à-dire bien recruter, bien attirer les bonnes personnes qui arriveront à s'intégrer dans la culture de l'entreprise et à contribuer positivement à son développement, et puis effectivement développer les collaborateurs qui ont été recrutés peut-être il y a quelques années et qui ont peut-être envie d'évoluer vers de nouvelles formes de collaboration. D'accord, très bien. On va reparler un petit peu d'un sujet qui fait un petit peu couler beaucoup d'encre, qui est le télétravail. Que pensez-vous du télétravail dans l'informatique ? Alors moi, je connais le télétravail depuis le début des années 2000, donc c'est pour moi pas quelque chose de nouveau ni une révolution. D'accord. Ça c'est effectivement, c'est quelque chose qui est venu sur le devant de la scène avec le confinement pendant la période du Covid, où beaucoup d'entreprises ont dû mettre en place du télétravail d'une façon très réactive, non anticipée, et avec des résultats mitigés. Une nouvelle génération effectivement qui aspire à travailler d'où elle veut, comme elle veut, parfois quand elle veut, donc une flexibilité réclamée par les collaborateurs. Donc le télétravail est quelque chose d'intéressant quand vous êtes autonome, quand vous pouvez vous le permettre. Un opérateur de chaîne de production aura du mal à télétravailler puisque son outil est au sein de son entreprise. C'est vrai. Rien ne remplace le contact humain. Une visio n'a pas le même impact qu'un rendez-vous, qu'une réunion en présentiel. On a coutume de dire que le fonctionnement des entreprises en télétravail devient un peu plus métallique. Il y a moins de ce qu'on appelle le small talk, les discussions autour de la machine à café, les apartés. Bien évidemment aussi, toute la communication corporelle passe de façon imparfaite à travers les outils de télétravail, que sont le téléphone, la messagerie ou la visio. Donc ça peut aussi générer des tensions dans l'entreprise. Donc le tout, c'est de trouver en fonction du métier de l'entreprise, en fonction de sa culture, en fonction de ses exigences, en fonction des aspirations aussi des collaborateurs, un modèle forcément hybride qui permet de panacher télétravail et présentiel. Très bien. Pour vous, quelles sont les qualités indispensables, si vous pouvez nous donner 3 qualités indispensables pour devenir un bon DSI? Avoir l'envie de l'être. D'accord. Puisque c'est une fonction exigeante, mais aussi gratifiante. Donc il faut être lucide sur les exigences de cette fonction et avoir envie de l'exercer. Ensuite, je pense qu'il est important d'avoir des qualités relationnelles et de l'empathie forte, puisqu'on est au service des métiers. Et si vous n'écoutez pas les métiers, vous allez avoir du mal à les servir, comme une entreprise qui n'écouterait pas ses clients aurait du mal à les servir. Et puis, je pense aussi que un DSI doit avoir aussi un fond technique, puisque c'est normalement un référent, le référent de la technologie au sein de l'entreprise. Et donc, c'est pour moi 3 qualités fondamentales pour faire un bon DSI dans une entreprise. Après, soyons modestes, il y a des entreprises qui ont des besoins de DSI différents en fonction de leur organisation, en fonction de leur culture, en fonction de leur métier. Et donc, des profils de DSI, il y en a presque autant que de métiers. C'est vrai. On parle aussi des sujets
tels que du DevOps, Cloud, des solutions SaaS. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces nouvelles technologies qu'on voit quand on parle de DevOps? Ça inspire à quoi? Ça parle de quoi? Alors, attention, on est dans un monde où on jargonne beaucoup. Oui. Et donc, DevOps, Cloud, SaaS, c'est deux notions différentes. Le Cloud, c'est ce qu'on appelle le nuage, c'est-à-dire finalement avoir son énergie informatique externalisée, non plus hébergée au sein des locaux de l'entreprise, mais dans les locaux d'une société qui est spécialisée dans ce métier. D'accord. Et si on parle de data center, donc là, c'est plutôt qu'on internalise les données. Data center, c'est l'endroit où se trouve l'infrastructure informatique. Okay. Donc, vous pouvez avoir un data center interne à la société, dans ses locaux, et un data center externe. Externe, ok. Le SaaS étant un type d'application hébergée, effectivement, dans des data centers externalisés, puisque fourni à un certain nombre de clients. Donc, le logiciel n'est pas complètement spécifique à votre organisation. Vous louez en fait un logiciel qui évolue, qui est adapté à un certain nombre de clients qui partagent vos enjeux. Quant au DevOps, le rapprochement en fait des équipes de développement et des équipes de production informatique, effectivement là c'est une volonté de mieux maîtriser la réussite des projets lorsqu'ils sont en production, lorsqu'ils sont en service auprès des utilisateurs. On parle aussi de DevSecOps avec des notions de sécurité qui sont intégrées dès le moment du développement. Et donc c'est une façon de faire travailler les équipes ensemble. Encore une fois, là j'ai pas de religion absolue. Tout dépend de l'organisation, tout dépend de la façon dont l'entreprise utilise et construit les logiciels qu'elle va ensuite utiliser. Si vous avez des conseils à donner pour toutes ces personnes qui nous regardent, qui rêvent de forger une carrière comme la vôtre, serait quoi? Eh bien, c'est manifestement un beau métier. Je ne veux pas vous dire le contraire. J'en ai fait, je fais de l'informatique depuis presque 40 ans, donc c'est effectivement un beau métier qui évolue, qui est exigeant, qui paye bien aussi. C'est pas le métier qui paye le plus. Je vais faire du commerce que de la technique. D'accord. Bon, les DSI font rarement ce métier pour l'argent. Sont rarement des chasseurs de primes. Ce sont des gens qui ont envie de contribuer à l'entreprise. C'est un métier qu'il faut construire par des expériences professionnelles préalables. On ne peut pas devenir DSI à la sortie de ses études. On se reconstruit effectivement sur des bases plutôt sableuses. Donc il faut souvent être intégré dans des équipes de développement, dans des équipes de production, devenir chef de projet, devenir patron des études, patron de la production. Avoir une ouverture d'esprit pour accueillir les innovations, les changements, parce que l'informatique des années 80 n'a plus grand-chose à voir avec l'informatique des années 2020 dans l'entreprise. Donc il faut savoir évoluer, des vérités deviennent obsolètes dans ce métier, mais comme dans d'autres métiers. Et donc c'est un métier où il faut aimer les gens. Je pense que pour servir des clients, comme pour être commercial, il faut aimer les gens. C'est important. Être dans l'écoute et avoir aussi des connaissances qui vous permettront d'avoir des convictions et de pouvoir les exprimer et les faire passer, puisque vous avez aussi un rôle de vendre. Le DSI vend des projets à sa direction, arbitre entre différentes possibilités, et donc c'est une fonction multiforme, intéressante, mais exigeante et stratégique pour l'entreprise. Merci Michel d'avoir répondu à cette invitation. Je Merci. vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Derrière le CV avec un nouveau expert.